Il y a quelques années à peine, on parlait quasiment pas des droits culturels. Est-ce qu'il est possible de dire cela? Il s'agit de repositionner l'action publique sur ce qu'elle a de plus essentiel. Est-ce qu'il s'agit d'une adaptation ou est-ce qu'il s'agit d'un changement de paradigme qui va mettre le savoir de chacune et de chacun au centre d'une démocratie véritablement culturelle et pas seulement d'une démocratisation prise dans le sens que l'on connaît. Bonjour Patrice Meyer-Bisch. Avant d'aborder votre travail de philosophe et de militant, j'aimerais savoir ce qui a été le déclic qui vous a conduit sur cette voie. Eh bien, en tant que philosophe, moi je suis philosophe jusqu'au bout des ongles, enfin il me semble. Vous n'êtes pas né philosophe, vous aviez... Si, je suis né philosophe comme tout enfant. Alors juste avant l'enfant que vous étiez, alors... Avant l'enfant, l'adolescence, qu'est-ce qui a été le déclic Et pour les droits de l'homme d'abord, oui. Parce que j'ai travaillé avec Amnesty International comme militant, voilà, c'est ça, oui. Et en étant prof de philo au lycée. Donc le lien entre la militance et la philosophie, ça tombait sous le sens. Et concrètement, si avec le groupe d'Amnesty International, on adoptait un prisonnier en Iran à l'époque, eh bien, il nous répondait là-bas, oui, ça c'est les droits de l'homme, c'est occidental. Oui. Et donc je dis, mais non, c'est pas occidental. Donc vous avez une question qui est à la fois universelle, c'est les droits de l'homme, c'est la dignité humaine, c'est les obligations morales, les obligations politiques, juridiques, et à la fois une question extrêmement concrète et efficace. Donc ça, pour un philosophe, c'est le paradis. Vous voyez ? Le paradis, je veux dire, pour travailler. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais ça veut dire que, pour un philosophe, les vraies questions universelles et générales sont les questions les plus concrètes. C'est ça qui fait le goût de la philosophie. Vous voyez ? Comme si vous regardez un soleil absolument magnifique le matin, eh bien vous dites, c'est ce matin-là, c'est cette lumière, il y a ces petits oiseaux qui chantent, il y a et ce petit nuage qui est par là, etc. Mais c'est quelque chose qu'on peut potentiellement observer un peu partout dans le monde. Ouais. Et la même chose, une rencontre entre un homme et son enfant tout petit. C'est à la fois hyper concret, c'est singulier, c'est émouvant, etc. Puis c'est quelque chose qui en soi est universel. Quelles sont, selon vous, les ressources de qualité dont a besoin un enfant Voilà. Bon, évidemment, on peut les donner, mais... C'est pas seulement un besoin, c'est un droit fondamental. Ça veut dire que s'il n'a pas ça, sa vie va être malheureuse, va être pauvre. Hein, soit pour lui, soit pour les autres. Voilà. Alors, pour revenir à une ressource de qualité, un droit culturel dans ce sens-là, à l'intérieur des autres droits de l'homme. Ça ne s'oppose pas aux droits de l'homme. C'est un droit de l'homme dans le système universel, indivisible et interdépendant, le droit de participer à la vie culturelle, le droit à l'éducation. Alors, pour citer ce qui est le plus important, le plus visible, c'est le droit d'accéder, de participer et de contribuer à des ressources culturelles de qualité. Celles qui sont nécessaires pour vivre son identité, son identification qui change, n'est-ce pas, qui évolue tout au long de la vie. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est une ressource culturelle de qualité ? C'est, par exemple, une langue de qualité, c'est une langue qui nous donne un espace d'interprétation. Si on a une langue qui est trop pauvre parce qu'il n'y a pas assez de mots, parce que chaque mot il a un sens, c'est pas deux, qu'il y a le bien, il y a le mal, etc., le vrai, le faux, alors à ce moment-là, on n'a pas l'espace pour penser. Tandis que si vous avez une langue diversifiée dans sa grammaire, comme dans ses mots, dans ses usages, alors à ce moment-là, vous avez un espace d'interprétation. Alors c'est la même chose si vous amenez un enfant dans la forêt et qu'avec une loupe, vous lui permettez d'observer ce qu'il y a sous les mousses, sous les cailloux, etc., il découvre que c'est infiniment merveilleux, infiniment complexe, infiniment étrange. Cette complexité, il l'a aussi dans son propre corps, il l'a partout. Et ce caillou qui est là, il est extrêmement vieux. Si en même temps, à partir de là, vous dites c'est pas qu'un simple caillou, c'est une pierre qui a toute une histoire, etc., que dans la feuille d'un arbre, etc., il sait que quand il marche dans la forêt, il marche sur un monde qui est merveilleux et qu'il a aussi en lui. Donc à ce moment-là, vous développez chez l'enfant une puissance d'admiration dont il aura non seulement le besoin tout au long de la vie, mais qui sera sa première ressource.
Parce que ce n'est pas simplement qu'il a admiré la forêt ou qu'il a admiré la langue, mais il a aussi admiré celui qui le lui a fait admirer. Aller chercher la puissance du désir, voilà. Et la puissance du désir, elle est là véritablement dans ce qu'on peut appeler au sens propre la jouissance des droits culturels, c'est-à-dire la jouissance de l'admiration qui est un endroit, si je découvre une belle langue, si je découvre une belle musique, si je découvre une peinture, si je découvre un beau paysage, eh bien, je découvre un lieu non seulement qui est magnifique en soi, j'ai cette expérience dilatante, mais en même temps je découvre d'autres personnes, et donc j'ai un lieu de communication. C'est donc la première force de paix. Alors j'en reviens à l'origine des droits qui découlent donc de ce corpus des droits humains, notamment la déclaration de 48 sur les droits de la personne et l'article 22. Ma question est en quoi les droits culturels sont-ils une avancée par rapport au corpus des droits humains antérieurs? Donc c'est l'article 27 qui est le droit de participer à la vie culturelle, qui suit l'article 26 sur le droit à l'éducation. C'est pas une avancée puisque c'était déjà là. C'est à l'intérieur, oui. Mais ça a été négligé. Avec deux forces antagonistes, pour la plupart des gens c'est beaucoup moins important. Parce qu'ils pensent vie culturelle, le droit d'aller au cinéma, à l'opéra et au théâtre, et donc c'est moins important que d'avoir un toit, d'avoir à manger ou de ne pas être torturé. Ça c'est la première raison. Donc un sens, j'allais presque dire de façon un peu méchante, un peu inculte de la culture. Voilà. Comme si la culture c'était des choses cloisonnées, alors que c'est l'essentiel de la vie. Et puis la deuxième force qui a empêché le développement de ces droits à l'intérieur du système des droits de l'homme, en tout cas qui les a ralentis, et c'est que dans tous les pays centralisés, on a peur de la culture. Parce que plus de culture, ça veut dire plus de liberté. Voilà. Plus de liberté instruite, plus de capacité de critique. Voilà. Alors pour beaucoup, ouvrir la boîte de la culture, c'est ouvrir la boîte de Pandore, et en France aussi, puisque on a l'illusion d'une monoculture nationale, ce qui est complètement inculte, là encore, n'est-ce pas, parce que la France, comme tous les pays, se fait sur un brassage de mixité formidable. Et alors à ce moment-là, on a peur, n'est-ce pas, on préfère la culture nationale à la culture tout court. Voilà. Et vous avez les droits culturels proprement dit qu'il faut élucider. Oui. Alors, ce qu'on a fait dans les déclarations de Fribourg, c'est pas inventer les droits culturels, mais sauf au sens où on invente un trésor, si vous voulez, mais ils existent, ça. Ils sont dans la Déclaration universelle, ils sont dans les 2 pactes internationaux, et ils sont dans beaucoup de conventions spécifiques, ils peuvent être aussi dans le droit régional, ils peuvent être dans le droit interne de beaucoup d'États. Ils sont maintenant en France depuis quelques mois dans 2 lois françaises. Mais il faut faire vraiment une Aufklärung dans le sens moderne et classique, un éclaircissement, une clarification, d'où l'idée de déclaration pour dire pourquoi ils sont précis, pourquoi ils sont concrets, pourquoi ils sont fondamentaux, pourquoi c'est pas le dernier étage de la pyramide de Maslow, mais c'est au cœur même de la personne humaine. Donc, mais en faisant ça, non seulement on spécifie le droit de participer à la vie culturelle et le droit à l'éducation et tous les droits que ces droits contiennent, c'est une chose, mais en même temps, on montre la dimension culturelle des autres droits de l'homme. Par exemple, le droit à l'alimentation, c'est pas seulement le droit de manger, n'est-ce pas ? Évidemment que le repas, c'est quelque chose de culturel. Voilà. Et on pourrait dire la même chose pour la santé. La santé, c'est pas seulement prendre un médicament ou se faire subir une opération, c'est aussi un choix de ce que c'est que sa maladie, son rapport au corps, et son rapport à la société, etc. Et ces éléments sont extrêmement importants. Mais on va aussi plus loin, c'est-à-dire par rapport aux droits civils, notamment les libertés d'expression, c'est pas simplement le droit de s'exprimer, mais quel est le contenu quand je m'exprime ? C'est toujours du culturel. Donc à ce moment-là, les droits culturels vont aussi nourrir les libertés classiques comme des libertés positives. Pour pouvoir s'exprimer, il faut maîtriser des langages, n'est-ce pas ? Donc sinon, le droit est formel, il n'a pas de contenu. Voilà. On est dans une référence culturelle, si c'est dans un domaine artistique, si c'est dans un domaine scientifique, ou si c'est dans un domaine culinaire, pour prendre 3 exemples. Mais déjà, si vous êtes dans un domaine artistique, vous avez des arts extrêmement différents. Et vous avez beaucoup de parties techniques dans un art aussi, et où des gens sont formés comme techniciens d'art. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont les créateurs en titre, mais ils participent quand même à une création commune.
Donc il faut ne pas se mettre la figure de l'artiste qui serait simplement comme du chercheur scientifique qui serait forcément isolé. Ça existe, mais c'est pas forcément la raison. Deuxièmement, si vous prenez l'éducation artistique, on peut très bien dire son intérêt, c'est l'éducation à la sensibilité, à l'émerveillement, à l'admiration et à l'expression. Mais si vous prenez l'éducation scientifique, vous emploierez les mêmes mots, hein, à condition de ne pas considérer l'éducation scientifique comme simplement apprendre des théorèmes ou des règles de physique, des lois de physique, mais d'apprendre à observer ce qu'est l'esprit scientifique. Et à ce moment-là, vous aurez, comme je disais tout à l'heure pour la forêt, un éveil de la curiosité fondamentale de l'être humain, mais ça ne veut pas dire que la science et l'art sont au même niveau. Ouais. C'est ces deux domaines. Et si vous prenez les religieux vont avoir le même argument. Il dit, il y a la liberté religieuse et culturelle. Je dis, mais pourquoi religieuse et culturelle? La religion, ça fait partie de la culture. Et des défenseurs des droits linguistiques auront la même expression. Ils vont dire les droits linguistiques et culturels. D'ailleurs, le culturel, c'est quoi? C'est du flou qui vient là derrière. Vous voyez, la langue, c'est frontal par rapport à la culture. Alors, l'art, il est frontal, mais quand des artistes disent c'est l'art qui est le plus subversif par rapport à la société, non, il est très subversif, mais le scientifique, qui est un vrai scientifique, il est très subversif aussi, vous voyez. Donc, vous ne faites pas de... Oui, en fait, c'est le même mouvement. Justement, Oui. hier, il y avait ce... encore une fois, la pensée complexe de Gam-Morin. Oui. Quels sont justement les rapports qu'entretient les droits culturels avec ces mouvements cousins, quoi, mouvements cousins, Oui. et même Donc, fraternels. oui, tout à fait. C'est une vision systémique. Voilà. Après, il peut y avoir plusieurs approches. Vous parlez de... Je peux parler d'un petit peu tous ceux que vous avez cités, Oui. surtout Morin qui est le plus connu pour cela. Parce qu'on a un système de droits de l'homme, ça veut dire que ce n'est pas simplement des droits avec une catégorie, vous listez si vous êtes bon, mais ça veut dire que tous ces droits forment des interactions. Oui. Et que vous interprétez un droit en fonction des autres. Voilà. Et ça, c'est le point vraiment central. Pour ça que si on développe plus les droits culturels dans l'intérieur du système, ça a des effets rétroactifs sur l'interprétation de chacun des autres droits de l'homme et de tout le système. Voilà. Mais est-ce que vous êtes en relation, je suppose, avec Edgar Morin, oui, je l'ai été, Rosan Vallon moins, pas, mais je ne l'ai pas été, avec Alain Touraine aussi, voilà, et puis des philosophes, beaucoup, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a beaucoup, et j'ajoute par rapport à Edgar Morin, si on parle de lui, moi j'ajouterais une influence sur la notion de dialectique qu'il n'utilise pratiquement pas et que je trouve complètement centrale. C'est-à-dire que la démocratie, c'est la dialectique, c'est-à-dire l'art du débat précis, institutionnalisé, et où l'opposition, la contradiction est une force positive que l'on veut garder en fabriquant une synthèse provisoire pour aller plus haut. Voilà. Dont il n'en parle pas beaucoup, voilà, c'est tout. Il n'évacue pas, mais il n'en parle pas beaucoup. Et en France, souvent, quand on parle de dialectique, on a l'impression d'être taxé de marxiste, et on oublie que c'est quand même Platon qui l'avait inventé un peu avant. Vous faites référence à la confrontation de la philosophie, de la rhétorique, mouvement fait des sophistes notamment, dont elle s'est détachée, la philosophie. Oui, tout à fait. Et donc on n'a pas une vision holistique. Voilà. On n'a pas de vision holistique parce qu'on ne peut jamais avoir la totalité. La vision systémique est toujours, là il le dit bien, entre ordre et désordre, c'est exactement ça. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, on se demande, vous-même vous animez beaucoup de mouvements, il n'y a pas... Paya-Deya, si je veux bien prononcer. Il y a Culture 21 ici en France. Oui. Vous êtes... il y a des masters en ingénierie et projet culturel à l'Université de Bordeaux. Vous êtes dans toute France. L'Observatoire des politiques culturelles à Grenoble. Voilà. Oui, alors... Pour la France. On travaille au Burkina Faso aussi, on travaille en Mauritanie, en Tunisie. Quelles sont les interactions et les relations? Et je vais prendre un exemple. Ce qu'on développe... J'ai beaucoup appris à observer au Burkina Faso.
avec un programme qu'on a commencé en 2000 sur le droit à l'éducation de base. 75% d'analphabètes, on rajoute de l'argent, il y a toujours 75%. Cherchez les gaspillages. Donc on est allé faire des interrogations sur le terrain et on a développé là, avec beaucoup de partenaires au Burkina, une méthode d'observation. Ensuite, quand on a commencé avec Réseau Culture 21 en France, l'analyse des politiques publiques au regard des droits culturels, d'abord pour 4 départements, puis 5, puis après une dizaine, et aussi d'autres collectivités locales, une ville en particulier maintenant, eh bien, on a développé d'autres ressources, parce qu'on a récolté beaucoup de cas d'école, donc on a appris du terrain, comme on dit, je n'aime pas trop parler de cette expression, on a appris des personnes qui travaillent dans leur milieu, là où elles sont, dans leur diversité de conflits, d'enjeux, et du coup, ça nous a permis de modifier ce qu'on fait au Burkina Faso, et on est dans une deuxième étape de recherche maintenant, où on reprend aussi des méthodes de cartographie qui se font en France, voilà, dans ces choses-là. Donc j'ai aussi appris beaucoup de Mauritanie, on a travaillé sur la lutte contre l'esclavage et sur les rapports entre violence et droits culturels, et aussi en Tunisie depuis 20 ans, sous le régime précédent, et dans la démocratisation actuelle. Et donc l'idée c'est quoi? Les droits sont universels, mais il faut aller chercher l'universalité, elle ne descend pas. L'universalité, elle est ascendante. Il faut aller entendre les gens qui crient, qui parlent et qui luttent pour les autres. Voilà. Et donc ceux qui sont les vrais experts, si vous voulez, c'est ceux qui sont capables d'entendre et de traduire la souffrance des violations. Et donc nous, on va récolter ça, si j'ose dire, récolter. On va écouter ça et on le compare justement avec d'autres sites géopolitiques, dans d'autres circonstances, d'autres lieux. Et c'est là que l'universalité se fait. Les droits culturels, à la fois, c'est rien de plus classique en soi, et pourtant, ça reste sous-développé. Pourquoi? Parce que c'est très, très révolutionnaire. Ça suppose que quelqu'un qui est pauvre, en fait, il a plein de savoirs, mais ces savoirs sont bafoués. C'est beaucoup plus facile de dire qu'il est pauvre parce qu'il est paresseux, parce qu'il n'a pas eu de chance, vous voyez. Mais de dire que vous avez une violation fondamentale, c'est grave pour les institutions. Donc, tous les pouvoirs, y compris des citoyens, une partie qui sont assez contents du système où ils en sont, ce qu'on appelle l'apathie politique, ils n'ont pas tellement envie d'entendre ça. Donc, on a besoin d'aller chercher des démonstrations dans les cas particuliers. Vous avez beaucoup appris, mais quels sont les impacts, les résultats sur les populations, les sociétés qui ont... Comme c'est local, si vous voulez, c'est très pragmatique. En France, on a ce travail dans les départements, donc il y a des résultats au niveau des départements, au niveau des personnes. Il y en a où ça a coincé, où ça a bloqué. C'est pourquoi c'est souvent des questions personnelles, qui se justifient derrière des refus que j'appellerais idéologiques, voilà, en disant les droits culturels c'est du communautarisme. Ils n'ont jamais étudié, c'est tout. Voilà. C'est de l'inculture, c'est un a priori négatif. Il y aurait l'autre qui disait « Ah oui, les droits culturels, je connais, on fait ça comme M. Jourdain, on fait sans savoir. » Ils disent donc on passe à autre chose. Vous voyez, et donc ils ont l'impression que c'est un sujet comme un autre, point final. Et parce qu'ils ont d'autres choses en tête. Et puis parce qu'il faut dire qu'il y a une faible culture des droits de l'homme. En France comme ailleurs, n'est-ce pas? Contrairement, on a l'impression qu'on sait, parce que la France c'est la patrie des droits de l'homme, mais ça n'est pas vrai. C'est une toute petite... Et on se rappelle le 1789, et on ne se rappelle pas que ça a quand même un peu évolué depuis, quoi. Ça s'est quand même drôlement universalisé, et qui est devenu quand même beaucoup plus intelligent aujourd'hui qu'en 1789, même si des racines puissantes étaient là déjà. Mais il manque cette culture de la parole, notamment la connaissance des procédures de la parole qui sont souvent défaillants, et souvent les citoyens, même les classes moyennes, qui a déjà une culture générale suffisante pour s'exprimer, ne le fait pas parce qu'ils se sentent non légitimes. Et ça, c'est pour parler, ne serait-ce que conseil municipal. Oui, parce que pour beaucoup de gens, soit c'est très politique, soit c'est politiquement correct. Donc si c'est très politique, ça sent un peu le soufre, Si c'est politiquement correct, on n'en veut pas parce qu'on n'a pas envie de faire la morale, y compris dans les écoles. Donc finalement, on dit oui, les droits de l'homme, tout le monde est pour, et puis on passe à autre chose, quoi. Sauf quand on a l'impression que ces droits sont violés, donc là on peut descendre dans la rue. Voilà. Dans le contexte actuel, justement, on peut applaudir l'avènement de ces droits culturels, notamment depuis
en France, mais quand même on vit une période de renfermement, de retour au populisme qui est généralisé, en tout cas en Occident. Comment interprétez-vous? Est-ce que, au moment où justement les droits culturels peuvent être un outil pour démocratiser la vie, la renouveler, la revivifier, la vie démocratique? Alors, il n'y a pas une contradiction entre... Bien sûr. Arrive-t-il trop tard L'histoire, et chaque période est contradictoire. Hein, ça, je veux dire, voilà. Il n'y a pas avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Ça, je ne crois pas. Il y a toujours le tout et son contraire à chaque période. Il y a des mouvements dominants. Voilà. Bon. Alors maintenant, c'est trop vaste pour répondre à votre question parce que c'est multifacteur. Hein. Ce que l'on constate simplement, c'est qu'on va de plus en plus vers un individualisme de masse. Oui. Et qu'on confond, et la notion d'Occident, pour moi, est stupide, elle n'a aucun sens, n'est-ce pas? On va dire l'Occident est individualiste, ça n'a pas de sens, parce que l'Occident, il suppose qu'il y a un Orient, c'est un concept géographique, et là, tout d'un coup, on en fait quelque chose d'un pôle unique. Bref. Mais l'individualisme de masse, alors il sera renforcé par les moyens de communication de masse, il est renforcé évidemment par Internet très fort. Internet a des sens très positifs parce qu'on a des moyens de communication inter-individuelle absolument formidables et magnifiques, des moyens de mémorialisation qui sont aussi extrêmement importants, mais il y a ce danger. Et puis, il y a des idéologies qui l'accompagnent, notamment le néolibéralisme, qui est un individualisme de masse, puisque ça n'a rien de libéral. Nous ne sommes pas dans des sociétés libérales. Nous sommes dans des sociétés d'anarchie capitaliste, ce qui est complètement différent. Oui, d'anarchie capitaliste, comme le capitalisme sauvage. Puisque vous avez des... Du 19e siècle. Oui, parce que vous avez des arguments, je vois par exemple en Suisse, puisque c'est la même chose évidemment en Suisse avec tout, voilà. Sauf que c'est moins les Suisses qui en souffrent que les gens à l'étranger, mais il y a aussi en Suisse des gens qui sont très pauvres. Mais la directrice de la Poste affirme elle annonce qu'elle va supprimer 600 bureaux de poste, vous voyez, et son argument, c'est les lois du marché. Point à la ligne. Autrement dit, les individus sont soumis à une loi qui serait aussi une loi naturelle, ce qui est contraire à la modernité, ce qui est complètement contraire à l'idée même de liberté. Et voilà. Et donc on a cette tendance générale. D'où l'idée que les droits culturels, c'est beaucoup plus urgent. Si c'est la fin de la modernité, pour moi, ça serait la fin du monde. Hein. La modernité, je ne suis pas postmoderne, la modernité, il faut la déployer, il faut la développer, c'est notre seule chance de survie. Bon. Mais ceci dit, je n'oppose pas non plus la modernité au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge était un âge qui pouvait être aussi très intelligent, avec aussi de grandes littératures. Mais bon, ceci étant dit, j'aime beaucoup Kundera, et il est clair que la diversité est la source, c'était ça la déclaration de 2001 de l'UNESCO, qui est vraiment un changement de paradigme, puisque avant on disait que la diversité c'était un obstacle, un ennui, etc. Ça empêchait le progrès, et à partir de là on dit le contraire. Ça a alimenté les conflits. Voilà, et c'est la diversité mal gérée, mal comprise, vous voyez, et c'est une diversité de ressources culturelles de faible qualité. C'est celle-là qui est dangereuse. Si vous avez une diversité de ressources culturelles de qualité, c'est pas seulement... C'est le principe de toute richesse, c'est le principe de toute paix. Voilà. Et il est clair que si vous prenez une langue, j'ai visité par exemple à Sao Paulo le musée de la langue portugaise, malheureusement a brûlé depuis, un musée tout récent, et il y montrait non seulement les langues latines qui étaient à l'origine, mais on y montrait aussi les langues indiennes et les langues africaines qui sont venues, et de montrer que la langue portugaise s'est enrichie de tout cela. Et évidemment qu'on peut faire ça pour toutes les langues, et c'est ce qui fait sa richesse. Voilà. Donc on a une conception de l'identité qui est tellement fermée qu'effectivement, on peut dire avec François Julien que l'identité culturelle n'existe pas, mais il a tort. Parce que c'est l'identité, figée qui n'existe pas. Si on n'a pas d'identité culturelle, on n'est rien, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est notre identité culturelle, il faut la vivre. Pourquoi? Parce que c'est notre façon d'être hospitalier. Si on n'a pas une richesse de références culturelles, on n'a pas une identité riche. Si on n'a pas une identité riche, on a peur des autres. On ne peut pas les accueillir, on ne peut pas aller vers eux. Bien, ça sera le mot de la conclusion. Merci. Merci.